Il est essentiel de supprimer des obstacles financiers pour aider à résoudre le problème de la déforestation. ACE, vous faites des recherches sur la façon dont on peut financer des projets d'efficacité énergétique, n'est-ce pas? Oui, ma recherche vise à identifier des obstacles auxquels sont confrontés les projets de financement de l'efficacité énergétique et à trouver des solutions possibles pour lutter contre ces obstacles. L'Agence internationale de l'énergie estime qu'on a besoin de près de 13,5 milliards de dollars au cours des 2 prochaines décennies pour réaliser le scénario de 2 degrés qu'on a adopté lors de la réunion COP21 à Paris. Donc, ma recherche vise à identifier les principaux obstacles et à trouver les façons de les surmonter. Une façon de surmonter certains de ces obstacles a été inspirée par un modèle introduit en 2013 par un développeur du projet d'énergie solaire. Le modèle est connu comme YieldCo. La proposition de YieldCo vise à résoudre les 2 principaux problèmes qui sont liés au mécanisme de financement actuel. Tout d'abord, il y a des limites des balances commerciales. Quand une société privée entreprend des projets d'efficacité énergétique, après avoir construit un ensemble de portefeuilles, elle fera face à certaines limites des balances commerciales, ce qui est lié à l'absence de marché secondaire. Cela signifie que les investisseurs n'ont pas d'endroit où ils peuvent vendre ces portefeuilles de prêts pour avoir la possibilité d'entreprendre d'autres projets et de libérer des capacités. Deuxièmement, la plupart de ces entreprises sont privées. Elles financent leurs activités à l'aide des dettes d'entreprises à court terme. Et compte tenu de leur modèle commercial, ces sociétés ne sont pas les meilleures variantes pour les investissements à long terme pour pouvoir gérer des projets d'efficacité énergétique qui ont la période de récupération de 20 à 30 ans. Nous voyons cette période de récupération à long terme dans des projets liés à une profonde rénovation. Par exemple, la rénovation des bâtiments représente un secteur très important. Par conséquent, nous voyons que les investisseurs privés préfèrent des projets ayant des délais de récupération à plus court terme. Donc, la solution possible proposée dans ma recherche est l'application des concepts tels que ceux de YieldCo. Donc, les entreprises privées, les sociétés de services énergétiques ou d'autres entités qui entreprennent cette sorte de projet auront la possibilité de vendre, de transférer ces projets opérationnels à YieldCo, qui représente une entité conçue pour gérer ces projets opérationnels. Will, aujourd'hui, vous avez présenté des recherches sur la perte de couverture forestière liée aux subventions. Pourriez-vous nous en parler plus? Évidemment. De même que ACE s'intéresse à l'efficacité énergétique, je suis intéressé par les émissions liées à l'utilisation des terres et à la déforestation. Dans une certaine mesure, un grand nombre d'obstacles rencontrés par le secteur de l'efficacité énergétique sont pareils à ceux de mon secteur. Les parties intéressées sont dispersées à travers le monde. Il y a des millions, des milliards d'agriculteurs. Et ce n'est pas facile de recevoir des prêts pour ce secteur. Les prêteurs ressentent une incertitude au sujet des investissements dans l'agriculture, de même qu'ils ne comprennent pas les raisons pour investir dans l'efficacité énergétique. Donc, les coûts initiaux sont trop élevés et la période de récupération est très longue. Par exemple, s'il s'agit de cultures de plantation, les plantations de cacao ou de palmiers à huile ont besoin de 5 ans pour atteindre la maturité, et puis vous recevez la récolte de 20 à 30 ans. Donc, il est vraiment essentiel de supprimer des obstacles financiers pour aider à résoudre le problème de la déforestation. Ma recherche vise à étudier les raisons de la déforestation et avant de créer des mécanismes de financement pour résoudre ces problèmes, nous avons besoin d'analyser les forces sous-jacentes qui influencent le marché. Pour le moment, les gens sont incités à déboiser. Ce sont des politiques gouvernementales, des incitations financières actuelles et d'autres règlements déterminant les conditions actuelles des marchés agricoles qui encouragent les gens à la déforestation. Nous avons analysé par exemple les chaînes de valeur du soja et du bœuf au Brésil et celles de l'huile de palme et du bois en Indonésie.
Et nous avons trouvé un certain nombre de subventions et d'incitations pour l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'accès aux terres aux subventions pour le traitement et la distribution. Donc, de façon indirecte, cela incite actuellement les marchés à la déforestation. Il s'agit des engrais bon marché, de la construction des ports, des allègements fiscaux pour la tannerie et le traitement du cuir, etc. Donc, ce sont des politiques gouvernementales qui encouragent le comportement que nous essayons d'éliminer de l'économie. Elisabeth, pourriez-vous nous parler sur vos recherches sur le charbon, le captage du carbone et la séquestration? Nous avons analysé les activités de 9 entreprises nord-américaines ayant une capitalisation boursière de plus de 2 milliards. Nous avons analysé des points de vue des investisseurs sur des événements positifs et négatifs dans le captage du carbone et la séquestration. Et ayant analysé tous les événements, nous avons remarqué une réaction très positive à des événements positifs et aucune réaction liée aux événements négatifs, ce qui n'est pas habituel. Nous avons testé l'hypothèse que les investisseurs ont déjà inclus des risques liés aux actifs dans le prix des actions. Et nous voyons qu'il y avait par exemple une chute des prix du carbone de 90% entre 2011 et 2015. Ce qui suggère que la plupart des investisseurs croyaient que la séquestration du carbone ne fonctionnerait pas et par conséquent, ils ont révisé à la baisse leurs prévisions pour ces entreprises. Et d'après vous, où va cet argent? Je pense, j'espère, qu'une partie de cet argent va aux énergies alternatives grâce à des fonds de pension, car il y a beaucoup de désinvestissements pour des raisons éthiques. Heureusement, cet argent va aux énergies renouvelables. Je l'espère bien. Vous avez analysé les impacts de l'argent sur le climat à travers de différents points de vue. D'après vous, pour le moment, quelle est la corrélation entre l'argent, le climat et l'efficacité énergétique? Est-ce que les perspectives sont positives? Je pense que les perspectives sont positives. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de voir la présentation d'une nouvelle étude de l'UNEF sur le système financier, où on a déclaré que nous traversons actuellement une lente révolution. Donc, je pense que nous allons dans une bonne direction. Et nous observons qu'on se concentre plus sur le financement des projets alternatifs, plus écologiques, plus verts. Je vois que de nombreux acteurs du marché s'engagent dans ces projets. Ils posent déjà de bonnes questions à ce sujet. Je suis d'accord que les perspectives sont plutôt positives et qu'il y a cette révolution lente à l'échelle internationale qui permettra de libérer 10 milliards de dollars auprès des banques et des compagnies d'assurance. Cependant, il y a encore beaucoup de problèmes liés aux difficultés d'atteindre les gens qui ont besoin de financement. Dans l'agriculture, il y a encore des difficultés d'accès au capital et à l'investissement pour les agriculteurs les plus pauvres, qui ne comprennent pas quelles garanties et quelles connaissances ils doivent avoir pour accéder à ce financement. Mais, comme je l'ai déjà dit, je pense que nous faisons des progrès. Les actions visant à aider les agriculteurs à contribuer à leur bien-être vont également aider le climat à long terme. Et donc, il y a une bonne synergie. Beaucoup de gens s'intéressent de plus en plus au développement de nouvelles politiques et de produits financiers. Je viens de rentrer du Ghana, où j'ai passé une semaine pour mener des recherches. Il y a un grand mouvement de l'investissement dans les plantations de bois durables, car la demande est grande et il y a un manque de bois dans le marché. Donc, il s'agit de trouver le financement, par exemple, de Genève, où on a des connaissances pour mettre ces politiques en pratique et les mener à bien. Je pense que nous faisons des progrès. Il y a eu des signes de changement politique lors de la réunion à Paris. Donc, les problèmes sont pris en compte et analysés de tous les côtés.
On parle de l'efficacité énergétique, des émissions liées à l'utilisation des terres, etc. Je crois que les institutions financières font un excellent travail. Par exemple, JP Morgan Chase et Bank of America ont décidé de financer des activités liées au charbon, en raison des dommages causés par les combustibles fossiles. Cependant, au moins aux États-Unis, nous avons besoin d'une taxe sur le carbone. Et de nombreuses grandes entreprises de combustibles fossiles s'attendent à une grande révolution dans le domaine de l'énergie. Mais pour le moment, on ne la voit pas. Donc, une taxe sur le carbone sera un grand encouragement pour faire une révolution énergétique.